Allez, je vous propose donc d'ouvrir le conseil municipal du 31 octobre 2024 en vous remerciant de votre présence. Je vais faire tout d'abord l'appel. Donc Joël Dulon présent, Mireille Gilibert, Sébastien Mettet, Catherine Lotte, Daniel Gérard, Moufida Roussin, excusez, représenté par Catherine Lotte, Gilles Antose, Michel Ségura, ne devrait pas tarder, on a noté absent pour le moment, Jean Chenavier, Yvette Ségla, Daniel Bert, excusez, représenté par Sébastien Mettet, Jean-Paul Louis Gabet, Claude Boulu, excusez, représenté par Joël Dulon, Frédéric Point, Denis Gaveau, Jean-Yves Garnier, Frédéric Deflande, excusez, représenté par Denis Gaveau, Patricia Vacheron, Julien Servoz, excusez, ouais, il venait ou pas? Non. Absent, alors, parce qu'il n'a pas donné de pouvoir. Michel Bertoldi, Christophe Vignon, Julie Mania, Francis Correa, Marie-Lise Jouve, Joris Belton, Martine Vernet et Bernard Antose. Donc nous avons le quorum, nous pouvons donc délibérer de manière légale. On va vous faire passer la feuille de présence. Elle est partie. De vous dire que, effectivement, je le redis, mais nous enregistrons le conseil municipal et nous le mettons ensuite en ligne. J'ai, par rapport simplement aux informations avant de commencer le conseil municipal, je n'ai pas d'informations particulières, on vous redonnera les dates à venir à la fin de ce conseil. Je voulais simplement, au nom du conseil municipal et à titre personnel, présenter nos plus sincères condoléances à Francis Correa et à toute sa famille pour le décès de son papa René. Et nous lui présentons nos sincères condoléances et ils seront de notre compassion. Je vous propose de commencer donc ce conseil municipal par le point numéro 1 qui est approbation du procès-verbal de la dernière séance qui a eu lieu le 26 septembre 2024. Et de manière traditionnelle, je vous demande s'il y a des remarques sur le compte-rendu qui vous a été envoyé. Pas de remarques. Je le soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Le compte-rendu est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 2, nous allons parler de protection sociale complémentaire, adhésion à la convention de participation qui est proposée par le centre de gestion 38. Je donne la parole à Mireille Gilibert. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc à partir du 1er janvier 2025, les employeurs publics territoriaux devront contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaire, donc incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès, pour un montant minimum de 7 € brut mensuel. Actuellement, la collectivité participe à hauteur de 20 € brut mensuel pour un temps complet. Les centres de gestion ont l'obligation de conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leurs ressorts qui le demandent. Le CDG propose donc un nouveau contrat groupe qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée de 6 ans. Le prestataire retenu étant le groupement Collectim Alliance. Il revient ensuite à chaque agent de décider d'adhérer à titre individuel au contrat groupe de prévoyance, sans questionnaire médical et sans délai de stage. Donc vous allez pouvoir prendre en considération toutes les garanties proposées. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de décider d'adhérer à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le centre de gestion de l'Isère et le groupement Collectim Alliance Vie à compter du 1er janvier 2025, d'accorder sa participation financière aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels de droit public et de droit privé de la collectivité en activité ayant adhéré au contrat attaché à la convention de participation portant sur le risque prévoyance, de fixer le niveau de participation financière de la collectivité donc à hauteur de 20 € brut par agent et par mois pour chaque agent adhérant au contrat découlant de la convention de participation. L'autorité territoriale précise que cette participation est attachée à la convention de participation et ne peut être versée dans le cas de contrats individuels souscrits auprès de prestataires labellisés.
et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à l'adhésion de la commune à la convention de participation pour la prévoyance. Très bien. Donc, de manière classique, on arrive au bout, il casse le contrat, il nous propose d'en refaire un. Il faut qu'on puisse adhérer. On vous propose de se caler avec le centre de gestion de l'Isère. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Point numéro 2, voté à l'unanimité, je vous remercie. Le point numéro 3 concerne l'organisation du recensement de la population, parce qu'effectivement, c'est une grosse opération qui va arriver en début d'année 2025. Je redonne la parole à Mireille Gilibert. Voilà, donc le dernier recensement qui permet donc d'établir les populations légales servant de base de calcul à la gestion communale, aux finances locales et la réglementation date de 2019. L'INSEE qui organise le contrôle, la collecte des infos et la disposition de la commune en dotation forfaitaire. La commune, de son côté, doit mettre en œuvre les moyens humains, matériels et financiers pour préparer et assurer l'enquête. Alors, à savoir de désigner un coordinateur communal, interlocuteur de l'INSEE, recruter et nommer les agents recenseurs en charge de la remise des questionnaires aux habitants, les former et les rémunérer. Il nous est donc proposé d'autoriser le maire à organiser les opérations de recensement de la population qui se dérouleront du 16 janvier au 15 février 2025 sur notre commune, d'autoriser le maire à désigner le coordinateur communal et ses suppléants, d'autoriser le maire à nommer les agents recenseurs, 10 au minimum, 12 au maximum, d'autoriser le maire à rémunérer les agents recenseurs en fonction du nombre de questionnaires, en sachant que l'État versera une dotation de compensation à la commune et que le montant de rémunération des questionnaires sera fixé par délibération en 2025, ainsi que d'inscrire au budget primitif 2025 les ressources nécessaires, et notamment la dotation forfaitaire de recensement. Très bien. Il y a des questions? Pas de questions. Donc il y aura une deuxième convention qui arrivera pour définir effectivement les tarifs. Moi, je voudrais juste en profiter parce que c'est un moment important. On va avoir un recensement complet. Parce que d'habitude, on avait des tranches. Là, on aura un recensement complet. Vous avez compris que le Covid avait décalé des choses. Mais je voudrais simplement vous montrer par l'exemple, parce qu'on parle beaucoup en ce moment avec le projet de loi de finances des difficultés des communes. Quelque part, on accuse beaucoup les communes. Et moi, je voudrais en profiter pour vous donner un exemple concret. Ça va quand même coûter en reste à charge, au minimum, à la collectivité 5 000 €. Est-ce que c'est aux collectivités de prendre en charge le recensement de la population dans un truc qui est globalement encadré par l'INSEE? Et puis, un truc amusant, c'est que l'INSEE fixe un tarif de remboursement et vous dit que vous pouvez bien entendu payer plus cher par enquête les personnes pour être attractifs. Grosso modo, c'est ensuite de notre propre porte-monnaie. Voilà. Donc, c'est tous ces petits exemples qui font qu'au quotidien, il y a un peu le ras-le-bol actuellement des élus, parce que on nous accuse souvent de dépenser, mais pour le coup, l'État met en place des missions et les fait payer par les collectivités en partie. C'est la même chose pour les titres sécurisés, les passeports et les cartes d'identité. Je tenais à le dire parce que on va le faire, puisque c'est indispensable, mais c'est peut-être intéressant de le dire. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors, même si en ce moment, ça s'y prête pas trop, mais point numéro 4, on va parler de viabilité hivernale si toutefois il tombait de la neige. Daniel. Oui, bonsoir à tous. Comme chaque année à cette période, avant-hier, on vote des conventions avec nos deux partenaires. Donc, ce point numéro 4 concerne la convention de partenariat avec un agriculteur, qui est Sylvain Marmonnier, et pour lequel on a fixé un taux horaire hebdomadaire et dimanche le jour férié au montant de 67 € hors taxe et 70 pour les jours fériés notés sur la convention. Il est rappelé que pour cet agriculteur, la commune fournit la manège. Donc c'est pour ça que pour l'agriculteur, pour le prestataire suivant, les tarifs sont différents.
Et donc, il vous est demandé d'autoriser M. le maire à signer cette convention de développement, définissant les modalités d'intervention pour la viabilité hivernale 2024-2025. Très bien. Donc c'est la même chose que nous chaque année. Simplement on réindexe. Voilà, c'est réindexé. Si je peux faire un petit rappel, cette année on a fait la réindexation sur l'indice, si vous voulez, c'est le bâtiment, l'indice 2020. Mais on s'est entendu avec les deux prestataires qu'en cas d'augmentation de l'indice, le taux montera. Par contre, si l'indice baisse, on ne baissera pas on s'aligne sur l'indice maximum à chaque fois. À chaque fois, on se pose un peu la question de savoir, là, ils ont été augmentés d'€1, ce qui est symbolique, hein, mais bon, ça a été validé par le monde. J'attaque le point 5. Bah, tu présentes les deux, puis je ferai voter les deux ensemble. Oui, il faut faire voter, ouais. Bah, le point 5, voilà, c'est exactement la même chose. On va quand même garder un minimum de formalisme, on votera après. Mais présente-le. Mais t'es bien lancé, bon, vas-y. Ouais, il s'agit donc d'un recrutement d'un vacataire, puisque la personne est un ancien agriculteur qui est à la retraite, et donc lui fournit tout le matériel, donc avec des tarifs qui ont du lundi au samedi de 87 €, les dimanches et jours fériés, 90 € pour horaire. Et donc on vous demande d'autoriser M. le maire à recruter ce vacataire pour assurer la viabilité hivernale. Très bien. Sur ces deux points, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors avant qu'on fasse voter, moi je remercie les deux agriculteurs. Oui, merci. Hein, parce que ils nous demandent pas d'astreinte. Il n'y a pas besoin de les solliciter quand il neige, même s'ils partent moins souvent qu'avant. Mais en tout cas, c'est une chance parce que c'est pas toutes les communes qui ont cette chance d'avoir des personnes qui sont prêtes à intervenir et c'est pas le nombre d'heures qu'ils font qui leur fait une rémunération complémentaire forte. Voilà, donc je les remercie au nom du conseil municipal. Donc le point numéro 4, c'était la convention avec l'agriculteur. Est-ce qu'il y a des personnes... Ah ben, on va les prendre. Alors... C'est la neige. On se ressaisit. Point numéro 4, convention de partenariat avec l'agriculteur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 5, c'est recrutement d'un vacataire, parce qu'effectivement, il est à la retraite et ce n'est pas les mêmes manières d'agir. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie, on est prêt pour l'hiver. Convention pluriannuelle de pâturage et d'exploitation. Je donne la parole à Gilles Antose pour le point numéro 6. Bonsoir à tous. Je vous demande de prendre les éléments que vous avez, les délibérations et conventions que vous avez trouvées sur la table, puisqu'il y avait quelques ajustements qui ont été corrigés. Donc, la ville est propriétaire de parcelles situées chemin du Pré de la Chaire, qui représentent le bassin des Minerais, d'autres qui sont, au lieu dit la Maillarde, qui représentent le bassin de la Maillarde, et d'autres qui sont au Souillet, qui sont les parcelles qui sont à l'ouest du mur du cimetière et au sud du nouveau cimetière. Voilà, donc ces parcelles sont enherbées, l'entretien est effectué par un troupeau de lin de lycée agricole, ce qui est fait de manière un peu aléatoire. Donc il a été convenu avec le lycée agricole de l'hectare, c'est de mettre en place une convention pour l'entretien du terrain, de la clôture, de la breuvoir et d'un éventuel abri s'ils le mettent, ça c'est à leur charge, et la mise à disposition ainsi que le suivi sanitaire des moutons. Alors ça paraît un peu comme bizarre, mais c'est la convention qu'ils nous ont proposée. Et cette convention est proposée pour une durée de 3 ans, donc sans contrepartie financière, et elle a été examinée lors de la commission du 21 octobre 2024. Très bien, donc le but c'est de formaliser ça. Avec un point important, hein, bien entendu, eux, ça leur permet de maintenir l'activité et de pouvoir trouver des terrains pour faire pâturer les bêtes. Mais nous, il faut aussi reconnaître que ça nous permet de préserver nos paysages et de pouvoir mettre de manière écologique l'entretien de nos terrains sur des parties des fois qui ne sont pas accessibles en engin ou en tout cas qui n'ont pas de valeur agricole ou dans lesquelles on est en protection de périmètre de captage. Et donc je trouve que c'est du gagnant-gagnant dans cette affaire. Donc c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Christophe. Effectivement, il y a des... c'est pour ça que la dérive a été changée, puisque la convention c'était marqué 3 ans et c'était 2 ans. Par rapport aux surfaces
existé pour les deux premiers midi. Il y a des surfaces qui sont concernées. Par contre, concernant la dernière, il y avait une surface qui était marquée, mais maintenant il n'y a plus rien. Oui, parce que c'est un total qui a été mis arbitrairement et qui ne correspondait pas du tout aux surfaces. Et aujourd'hui, pour les parcelles du souillé, on n'est pas en mesure, hormis d'aller les mesurer, d'aller donner les surfaces, mais il y a des barrières physiques qui sont le mur du cimetière et la clôture au nord. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis trop parties et qu'on n'a pas précisé la surface exacte. Et physiquement, elles sont délimitées. C'était un chiffre qui prenait que 2 terrains, il ne prenait pas la totalité. Voilà. C'est pour ça c'est plus que ça. La convention précise l'ensemble des surfaces parcelle par parcelle. Les 4 surfaces qui sont vraiment identifiées, qui correspondent au cadastre, c'est Minerai-la Maillarde, qui représente les 14 710 m² que vous aviez sur le premier projet, c'est les bassins des Minerais, et la Maillarde, c'est 8986. Donc là, on est déjà à 22 000 m², plus les autres qui sont partis. Puis le total n'a pas d'intérêt majeur. Il y a d'autres questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 7, c'est la création d'une servitude pour l'indivision de la famille Beuret à Poulardière, Gilles Antose. Alors, dans mon esprit, la famille Beuret, donc c'est une indivision qui a un certain nombre de parcelles. Ils veulent s'organiser au niveau de la fratrie pour se répartir les terrains. Le géomètre chargé de cette opération a découvert que nous avions 2 parcelles de bois qui étaient à l'arrière de leur propriété. Ces parcelles, il y a une parcelle qui accueille un périmètre de protection d'un captage d'eau. Pour accéder à ces parcelles, la ville doit traverser la parcelle B1158 que vous avez sur le plan. Historiquement, peut-être qu'elle passait par la combe du Biel, qui passe ici, mais maintenant c'est tout embroussaillé, il n'y a plus de chemin, il n'y a pas rien du tout. Donc l'indivision Beuret nous a proposé de formaliser cet accès par une servitude sur la parcelle B1158. C'est ce qui vous est proposé sur le plan. Cette servitude est consentie sans contrepartie financière. Nous prenons juste en charge les frais du notaire, donc pour qu'on ait une servitude officielle. Et ça a été vu aussi en commission du 21 octobre 2024. Il y a des questions? Pas de questions. Donc en tout cas, moi je voudrais... Pas en conseil municipal. En tout cas, je voudrais vous remercier parce que la famille Beuret est présente dans la salle. Les remercier parce que c'est une servitude sans contrepartie et que ça nous permettra de désenclaver des terrains. Parce qu'effectivement, il y a historiquement des chemins, mais ils n'ont pas été entretenus, donc aujourd'hui, on ne peut pas accéder à les parcelles. Donc, c'est quelque chose qui nous permettra de redonner accès à nos parcelles, et on les en remercie. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Merci en tout cas, mais en conseil, ici, nous, c'est strict. On ne parle pas. On pourra parler après. Nous passons à la délibération numéro 8 pour acheter la parcelle AH 131 rue d'Aal. Donc je vais laisser Gilles vous la présenter. Vous avez vu, nous avions évoqué lors de la décision modificative de mettre une somme pour un achat de foncier, et je vous disais que j'attendais qu'on ait pu avancer parce que nous étions en discussion et je ne souhaitais pas que ça soit public dans le sens où ça pouvait faire monter les prix. Bon, les choses se sont bien déroulées, on peut y aller ce soir, donc c'est la somme qui vous a été évoquée en réserve foncière, c'est la parcelle 131 qui est ici, à côté de notre espace des Alpes et juste à côté de l'école publique. Gilles. Alors, parcelle 132 et 133 qui composent l'espace des Alpes appartiennent à la côte, c'est 5736 m², et la parcelle 161, donc 131 qui est à côté, a été mise en vente. Nous avons une info, je dirais, très en amont, c'est pour ça que les discussions étaient un petit peu longues, mais nous proposons d'acquérir. Elle fait 1168 m², nous avons négocié un prix à 75 000 €, ce qui fait 64,21 € du m². J'ai rajouté qu'il y avait 2 servitudes. Il y a une servitude d'alimentation donc de la parcelle à partir du nord, de la rue de la Halle,
et que dans l'angle sud-est, il y a un escalier qui dessert la partie nord de la maison, de la parcelle qui est au sud de la 131. Voilà. Nous avons demandé à Maître Milieu de rédiger l'acte, et nous prenons bien entendu, comme c'est nous les acheteurs, les frais d'acte, donc pour l'acquisition. Ce dossier a fait l'objet d'une présentation en commission le 21 octobre. Il est proposé donc d'activer l'acquisition de la parcelle à H131 rue la Halle et d'autoriser le maire à signer l'acte authentique de cette acquisition ainsi que tous les documents afférents. J'ouvre débat, questions. Alors, on y accède aujourd'hui que par la petite porte qui est rue de la Halle. Voilà. Donc, qui nécessitera un accès soit par la rue de la Halle, soit c'est l'intérêt de l'acheter puisque nous avons nos parcelles qui sont à côté. Vous voyez, une toute petite porte piétonne. Semi-fracturé. Qui est en mauvais état. Et le mur aussi est en mauvais état. Et le mur, sur la 130 dessous, il y a un mur, elle n'a jamais eu d'accès tout engin, cette parcelle a priori. Puisque en bas, on a un mur qui fait 2,50 m de haut. Oui. Oui, mais cet accès, il devait desservir la parcelle et le petit bout de bâti qui est en enclave. Qui va avec la 130. En fait, c'était le jardin de la 130. Ils accédaient par le bas en voiture, mais par ce côté-là, ils n'accédaient que de manière piétonne. Il reste, pour ceux qui s'en souviennent, il reste encore quelques traces. C'était un verger. Il y a encore quelques arbres fruitiers dans les broussailles. Il y a d'autres questions? Voilà, simplement, peut-être dire que, pour expliquer quand même cet achat, parce que il nous paraît important, on a fait le choix, depuis maintenant 10 ans, de pérenniser l'emplacement de l'école publique sur la parcelle 105. On a investi plusieurs millions d'euros dans l'école. Et on sait très bien qu'il reste deux soucis majeurs sur ce secteur. Le premier, c'est la sécurisation des modes doux, c'est-à-dire les piétons, que ce soit les enfants, que ce soit les parents ou les personnes de passage, pour notamment accéder à l'école entre le parking Espace des Alpes sur la parcelle 132 et l'école, et puis qu'on a un deuxième souci qui est un souci de stationnement sur ce secteur. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons déjà fait l'acquisition de la parcelle du foyer des Notre-Dame sans-abri, là où il y a la croix à ce niveau-là, et que nous vous proposons également d'acheter celle-ci, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions aux problématiques que je viens de vous évoquer, sachant que ce qui vous est proposé, pour être très précis, c'est de le faire en deux temps. D'abord d'acheter pour avoir de la réserve foncière, parce que comme dit Gilles, on a su que cette parcelle allait se vendre, donc on préférait anticiper, parce que si on part dans une préemption, c'est tout de suite compliqué, il faut argumenter, etc. Donc autant négocier directement. Et puis, dans un premier temps, être propriétaire pour qu'ensuite on fasse des travaux, mais dans un deuxième temps. Alors vous allez me dire pourquoi en deux temps et pourquoi pas des travaux tout de suite. Je vais vous répondre simplement, question budgétaire, tout simplement. Et qu'à un moment donné, il faut savoir prendre le foncier et puis pouvoir le garder, on verra plus tard. Et puis deuxièmement, qu'on puisse prendre aussi le temps de négocier avec la population, avec les parents, avec les enseignants, avec les riverains, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, de concerter pour voir comment on aménage au mieux, sachant que avant de lancer des idées, il faut aussi qu'on aille regarder ce que techniquement on peut faire aussi. Alors même si ce terrain sur la partie haute, il est relativement plat, mais il est à étudier avec notre parking Espace des Alpes qui est à côté, puisque je vous rappelle qu'on est aussi propriétaire des bâtiments qui sont sur la 133 en bas. Donc ça a tout un sens. Et c'est pas pour rien qu'en termes d'urbanisme, Gilles, à l'époque, avait fait mettre cette parcelle et ce secteur en OAP, en orientation d'aménagement programmé, donc il y avait quelque chose à bouger là-dedans. Voilà pourquoi on vous propose de faire l'acquisition de ce terrain. Alors merci, c'est toi qui as tout l'honneur d'avoir inscrit ça au PLU. Ah ouais.
Bon, Bien pour nous donner. eh ben, on va le partager. Et l'OAP, pour préciser, l'OAP, on comprend les parcelles 132, 133, 131, 130 et 129. Donc, on maîtrisera donc la 132, la 133 et maintenant la 131, si vous êtes tous d'accord. La 130 et la 129 sont du bâti, qui sera difficile d'acquérir, qui ne sont pas achetés là non plus. Voilà, donc, là, on détiendra la majeure partie de l'OAP. Ça peut être très intéressant dans le cadre d'un projet sur ce secteur. Là aussi, on va tout à l'heure en emprunte, mais c'est des choses pour lesquelles on construit pour l'avenir. Emprunter pour faire de la réserve foncière, ça a du sens. Notamment parce qu'on ne va pas emprunter. Voilà. En tout cas, je tenais à vous expliquer cette décision. Et puis, la confidentialité, c'est parce que si jamais, vous avez vu que les prix ne sont pas faciles à négocier, si jamais vous annoncez officiellement que vous êtes intéressé, les prix flinguent. Des interventions? À l'intervention, eh bien, écoutez, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Votez à l'unanimité. Je vous en remercie déjà. Je vous en remercie d'autant plus pour les enfants dans les années à venir, en espérant qu'on puisse financièrement le faire sans trop de délai. Point numéro 9. Alors, je reprends la main. Oui, c'est l'emprunt. Donc, nous avions inscrit au budget, pour équilibrer notre budget, 649 780 €. Nous vous proposons ce soir Nous vous proposons ce soir de contracter un prêt à 645 000 sur une durée de 15 ans, donc 180 mois. Nous avons obtenu un taux fixe à 3,50 avec des frais de dossier à 645 €. Et il vous est proposé de passer par le Crédit Agricole Mutuel Centre-Est pour cette opération. Par rapport à cette délibération, il avait été évoqué en commission des finances, est-ce qu'on a besoin de cet emprunt ou pas? Simplement pour vous donner quelques informations, nous avions au chapitre 21, c'est les travaux, de manière globale, travaux de voirie, travaux de bâtiments, acquisition, etc. Nous avions inscrit 2,2 millions de nouveaux crédits, nous avions 600 000 de restes à réaliser, c'est même hors DM, si je ne dis pas de bêtises. Donc on avait 2,8 millions. Et aujourd'hui, sur ces 2,8 millions, on a engagé ou payé 73%. Donc on est au-delà des 2 millions. Donc, ce qui prouve que on en a besoin, puisqu'on a fait des choses. Alors je vous rappelle, on a engagé actuellement l'avenue Aristide Briand, l'îlot rue Courte, qu'on va bientôt pouvoir livrer. On avait sur cette année 200 000 d'écoles. On a reçu ces derniers jours la balayeuse. Je vous rappelle quand même qu'elle est belle, mais qu'elle coûte quand même 160 000 €. Voilà, qu'on a mis 100 000 € d'éclairage public, des acquisitions foncières et plein d'autres choses. Vous voyez que pour le coup, l'emprunt, il est de plein usage à ce niveau-là. Et on n'est plus dans une logique où à une époque, vous vous rappelez qu'on discutait de si on ne prenait pas un peu plus, mais à l'époque c'était le montant, on a emprunté à 0,69. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a 3,50, donc on va emprunter que ce qu'on a besoin. Voilà. J'ouvre débat, questions. Pas de questions. Madame Mania, je vous en prie. C'est à ce jour, c'est le taux de consommation budgétaire au 31 octobre. À quelque chose près, c'est-à-dire que je m'explique, c'est à ce jour, mais des fois on engage. On ne sait pas quoi dire qu'on a tout fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va dépayer d'ici la fin de l'année. Alors, vous ne prenez pas les RAR, si vous prenez les RAR, on est à 2,8 millions. Je prends que le chapitre 21. On est à 2,8 millions. Et si vous prenez 75%, on est à 2 millions. En tout cas, peu importe le chiffre, on est largement au-dessus des 645 000. Après, en vous rappelant une chose aussi, c'est que par rapport au budget, d'abord, les subventions ne rentrent pas demain matin. Voilà, donc on peut se les mettre en excellente trésorerie, mais pour le coup, on pourra s'en servir à l'autofinancement l'année prochaine parce que
Aujourd'hui, les collectivités ne versent pas malheureusement la subvention à la fin de l'année. Donc, il faut qu'on équilibre par de l'emprunt, et puis ensuite on reprend derrière. Ce que j'ai voulu montrer, si vous voulez, c'était que par rapport à la remarque qui a été faite en commission, on a engagé suffisamment de dépenses qui justifient le fait d'emprunter. D'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 4 abstentions. Donc votez à la majorité. Point numéro 10. Alors ce sont des points d'information, donc vous n'aurez pas à voter, c'est simplement à prendre acte. Je vous rappelle, on partira peut-être directement sur le PowerPoint, c'est plus simple. Je vous rappelle que nous avons la loi, donc, le Conseil communautaire qui a des compétences, notamment en eau potable, assainissement collectif, assainissement non collectif et ordures ménagères, doit produire tous les ans un rapport sur la qualité du service. Dans ce qu'on appelle le prix, la qualité du service. Et ensuite, chaque conseil municipal doit acter qu'il a eu ce rendu. Alors, vous aviez les jolis documents. Je vous propose d'en faire une présentation synthétique par quelques diaporamas pour qu'on puisse vous donner plus d'infos, parce que là-dedans, vous pouvez les regarder, c'est par commune, il y a tout un tas de choses, etc. Mais c'est pour avoir une vision globale. L'eau potable, voilà. Donc, sur le patrimoine, on prélève, en 2023, on a prélevé à peu près 4,5 millions de mètres cubes. Vous voyez que c'est moins 2%. Donc ça veut dire qu'en clair, même si moins 2% de 4 millions, ça représente quelque chose, mais pour le coup, ça veut dire que notre conso d'eau, elle ne baisse pas. Alors, elle peut baisser individuellement, mais si on a de la population en plus, et globalement, on est autour de 4,5 millions, que les volumes achetés aux collectivités extérieures, c'est 658 000. Voilà, ça c'est pour des questions de gravitaire à d'autres endroits, qui sont intégrés dans les 4,4 millions à ce niveau-là, qu'on est à peu près 29 000 abonnés et qu'on facture 2,8 millions. Donc ça veut dire que très clairement, on a des rendements de réseau qui sont encore améliorés sur ces parties-là, puisque alors, il y a ça, il n'y a pas que des fuites. Je vous signale quand même que, par exemple, l'Agence régionale de la santé nous demande régulièrement de nettoyer nos réservoirs. Et bien, les 120 mètres cubes qui sont dans le réservoir, on les sort. Pour autant, on les a prélevés, parce qu'on est honnête, mais on les sort, on ne les facture pas, parce qu'il faut nettoyer. Donc, les volumes produits sont en légère baisse. C'est ce que je vous ai dit. Ensuite, concernant les réseaux. Alors ça, c'est un gros débat, mais vous voyez que sur l'eau potable, on a 1253 km sur notre territoire. 82, c'est l'adduction, c'est-à-dire les gros tuyaux, par exemple, quand on va prélever dans la plaine et qu'on monte au château d'eau, ça c'est de l'adduction. Et puis ensuite, c'est la distribution. Vous donnez un ordre d'idée, le Pays Voironnais, ils sont à 750 km de linéaire. Quand vous allez dire, ils sont un chouïa plus dense. Voilà. Mais c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est rural, on est étendu, et bien ça fait énormément de mètres linéaires, de kilomètres. Et vous voyez qu'on a renouvelé en 2023 un peu plus de 10 km. Alors vous allez me dire, c'est bien si on se compare à 2022. Bon, mais si vous restez là encore, on n'est encore pas au 1%. Donc, ça veut dire que, grosso modo, il nous faudrait à peu près 100 ans pour renouveler notre réseau. Et quand on arrivera au bout des 100 ans, il faudra recommencer jusqu'à mon avis à 100 ans. Voilà. Donc, je ne vous cache pas qu'on est sur un schéma directeur de l'eau dans lequel on essaye d'améliorer ce nombre de mètres de canalisation renouvelée. On a posé 4500 et quelques compteurs, soit des nouvelles habitations, soit de plus en plus. On remplace, on a comme ça un rythme régulièrement de compteurs pour deux raisons. D'abord, on fait de la télérelève, donc on change les compteurs. Et deuxièmement, ces compteurs, votre compteur, quand il vieillit, il a tendance à s'user et il est moins précis, à votre avantage. Mais donc, il faut qu'on les renouvelle. On ne devrait pas le dire, mais c'est quelque chose qu'on rentabilise relativement vite. Voilà. Ensuite, alors la télérelève, ça sert à quoi? Simplement, c'est quand on passe la voiture, même sans facturer,
peut nous permettre de détecter une fuite, ou pas attendre en fait la relève. Concernant maintenant, là on a parlé un peu de notre patrimoine qui est sous terre, concernant les données d'exploitation, donc je vous rappelle qu'il avait été voté un lissage des tarifs d'eau potable, c'est-à-dire qu'on y allait tout doucement, et il a été proposé en décembre 2022 de faire un tarif unique au 1er janvier 2024 et de monter à 1,94 € du mètre cube. Pourquoi ? Parce que on trouvait que c'était bien, mais le lissage durait dans le temps et qu'il n'était pas logique que des gens payent leur mètre cube d'eau moins cher que d'autres, parce que le service il est à peu près cohérent sur le territoire, donc il faut la remonter. Ça fait des hausses un peu brutales, mais à l'inverse, ça veut dire que vous, par exemple, la Côte-Saint-André, payez 20% plus cher que d'autres communes, et ce n'était pas logique à ce niveau. Vous avez ici les comptes administratifs, vous voyez que l'on facture 4,8 millions au niveau de nos comptes administratifs 2023. Il faut avoir quelques chiffres à ce niveau-là, sachant qu'après on a des subventions, tout un tas de choses, on a un budget à 8 millions. Ensuite, ce qui est surtout intéressant, c'est les indicateurs de performance. Donc on a fait l'année dernière 724 prélèvements, analyses en fait. Et vous voyez que sur les 724, on en avait 709 conformes à ce niveau-là, donc on a un taux de conformité à 97%. Et on a ces 97% parce qu'on prend en compte le paramètre du métallochlore, qui est un pesticide, qui lui par contre fait qu'on le prend depuis quelque temps, hein, puisqu'il est obligatoire, et qui fait que vous voyez que quand on prend juste sur ce critère-là, on n'a que 68%. Et en fait, grosso modo, c'est un pesticide qui a été utilisé pour le maïs, pour plein de choses, qui est dans le sol, et qui est très long, qui est rémanent, et qui est compliqué à gérer, et qui est prévu. Sur les paramètres bactériologiques, 498 prélèvements sur 510. Voilà, là aussi, on peut avoir des choses. Alors, c'est pas forcément que l'eau n'est pas bonne, mais par exemple, quand vous faites du bactériologique, il suffit que, vous savez qu'on a deux manières de prendre de l'eau. Nous, soit on va la prendre dans la nappe, on la distribue, soit on prend des sources directement. Quand il y a des orages ou une grosse pluie, eh bien, on est obligé d'arrêter nos sources. On va pomper, mais n'empêche qu'il peut rester un peu d'eau trouble. Et là, pour le coup, il suffit qu'il y ait une analyse pour qu'on n'ait pas d'eau. Donc, mais on a cette chance d'avoir une double alimentation qui nous paraît intéressante. Le rendement, ben là vous avez le calcul, on est à 71%. Je voulais juger de si c'est bien, si c'est pas bien. On peut monter en rendement. Le problème, c'est que ça coûte très cher en linéaire de réparation ou de remplacement. Donc à un moment donné, je peux avoir un réseau à 80-90% de rendement, sauf qu'on va être obligé d'augmenter le prix de l'eau parce qu'il faut faire des travaux. Renouvellement des réseaux, je vous ai dit, vous voyez, c'est pas terrible. À ce niveau-là. Programme d'investissement, l'année dernière, 3 425 000. Vous avez le détail des opérations, vous l'avez de manière détaillée dans votre rapport. Sur 2024, moi j'ai souhaité qu'on fasse un effort supplémentaire avec les recettes d'eau supplémentaires, donc on monte à 5,3 millions. Vous voyez qu'on fait presque 2 millions de plus de travaux, et notamment une ligne qui est importante, qui est le schéma directeur de l'eau. C'est-à-dire que le schéma directeur de l'eau va écrire pour les 10 prochaines années comment on gère l'eau sur notre territoire. Il va être soumis prochainement à un conseil communautaire en pour approbation, dans lequel on a mis deux choses, c'est-à-dire comment on fait pour que nos réseaux continuent pendant les 10 prochaines années à assurer l'eau quand vous ouvrez le robinet, comment on l'assure de manière qualitative. Et puis, autre chose qui est importante, moi j'ai demandé en parallèle, c'est pour ça que c'est plus long, et je souhaite que les commissions travaillent dessus, j'ai demandé également à ce qu'on regarde l'acceptabilité pour l'usager. Parce que je peux vous sortir, je crois que de tête sont à 80 millions de travaux. Au coup, ça vous sort un prix d'eau du mètre cube qui est juste inacceptable. Donc à combien on estime le prix de l'eau? Et en fait, il y a un tableau qui a été fait pour dire, dans 10 ans, si on veut faire 100% des travaux, voilà le prix du mètre cube. Si on veut faire 75% des travaux tels qu'ils ont été listés, voilà le prix du mètre cube. Donc comment on part de ce que l'usager peut porter ou pas. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un choix de quelle enveloppe on veut mettre. Et ensuite, dans l'enveloppe, est-ce qu'on fait plutôt de l'extension, plutôt de la réparation, plutôt de la recherche de fuite, etc.
dans les investissements, il y a des outils, puisque nous faisons maintenant en interne à l'Interco, des relèves de nuit, parce que c'est là qu'il y a le moins de bruit sur les réseaux, pour détecter les fuites et de remplacer, de réparer des petites fuites. Et on devrait avoir de bons résultats sur l'année qui vient, qui s'achève, sur le rapport 2020. Voilà sur l'eau en quelques mots. Je réponds à vos questions. J'ai synthétisé, c'est un document qui est un peu long. Pas de questions, Madame Mania? On va prendre deux exemples. Le premier, c'est la poursuite du maillage de nos réseaux. Ça veut dire qu'on est capable, quand on est alimenté, c'était la journée rando à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, vous arrivez, on va prendre dans la nappe et on récupère des sources, sur Brion, etc. Vous arrivez dans le grand bâtiment, ils ont des vannes, c'est automatique, c'est que si on annonce de la pluie, pouf, on arrête de prendre des sources et on va là-dedans. Et donc ça, on automatise de plus en plus. On a de la surveillance automatique sur la turbidité de l'eau, etc. Donc on a comme ça différents maillages de réseau qui font que si on avait une pollution quelque part, déjà en termes de qualité de l'eau, eh bien on peut automatiquement détourner le problème et de pouvoir le traiter, c'est-à-dire prendre le temps de vider. Ça nous arrivait sur un animal mort autour d'un captage, etc. On isole, les gens ne vous voient pas, on va mettre de l'eau à côté, et derrière nous on traite la difficulté. Deuxième exemple que je peux vous prendre, c'est simulation, je ne sais plus si c'est cet été, quand on a fait à Véryville, c'est-à-dire qu'on a simulé sur la commune de Véryville, le château d'eau nous a lâché, panne électrique, on l'a pas vu, il n'y a pas d'eau. Et donc nos services se sont réunis pour solliciter l'ARS en disant il n'y a pas d'eau, comment on y va, comment on porte les choses. Message aux habitants, comment on met en place la distribution de l'eau, sollicitation du monde agricole pour nous amener de l'eau, etc., etc. Donc on travaille la pénurie de l'eau à ce niveau-là. Quand je dis la pénurie, on travaillait sur un cas de pénurie, ça pourrait être une difficulté de qualité de l'eau, etc. Troisième exemple, nous avions une fragilité sur une profondeur de pompage sur Savas-Mépin et Beauvoir-Marc. Eh bien, on a mis 1 million et on a renforcé le captage à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on est capable d'aller prendre un peu plus profond s'il y a une difficulté sur ces parties-là. Ça, c'est quelques exemples pour assurer la distribution d'eau, la qualité. On a un travail qui va être mis en place sur tous les pesticides, de comment on peut les traiter, avec une grande difficulté, c'est que ça coûte cher et que les taux d'efficacité sont encore faibles. Et là, c'est un travail qui a lieu entre Bièvresse, parce qu'on alimente aussi une partie de Bièvresse, et entre Bièvre et Rhône. Il y a un travail qui est porté sur ces 3 intercos pour qu'ensemble, on voie comment, à l'avenir, on peut répondre sur ces critères d'analyse mauvaise, parce qu'on a du S-métallochlore, parce qu'on a... typiquement, c'est arrivé sur un des captages, on a chanté le captage le temps que l'analyse arrive, parce qu'en fait, si vous voulez, les pesticides descendent, mais la nappe, elle est mouvante, c'est pas une baignoire où l'eau elle reste, ça circule, et donc ça peut être des moments temporaires, et quand on retrouve, eh bien on remet en place l'activité à ce niveau-là. Ça c'est pour si on avait un problème. Ensuite, pour éviter les problèmes, eh bien on continue à renforcer tous les périmètres de captage, ce qu'on appelle les périmètres renforcés, immédiats, éloignés. Donc de plus en plus on est dans une politique d'acquisition. Et puis la dernière chose qu'on peut prendre pour aller traiter ces problèmes, où je suis assez fier qu'on ait pu le porter, c'est Saint-Jean-de-Bournay, où il y a un captage, pas très loin d'un lotissement, où il y avait de la culture de maïs, où l'agriculteur
continuait à traiter son maïs, avec la problématique que les riverains d'à côté étaient embêtés et qu'ils devaient respecter une certaine bande, eh bien, on a retravaillé avec l'agriculteur, on a enlevé le maïs, on y a planté le miscanthus, qui a l'avantage de ne pas consommer d'eau, de ne pas avoir besoin d'engrais, et qui a cet avantage de polluer les sols. Et une fois qu'on va le ramasser là, alors je voulais en récupérer dans les coudes, mes jolis roseaux, là, puis j'ai oublié, mais il faut que je le récupère. À la fin de l'hiver, on va le broyer, on le sèche, et il va nous servir sur la chaudière. Et si ça marche, on a créé une filière agricole, et on traite nos sols à ce niveau-là, et ça c'est hyper intéressant. Donc on va de plus en plus, on essaye d'aller dans différentes solutions techniques pour essayer de préserver la qualité de l'eau. Ah oui, bien sûr. Alors, Bièvre-Isère, la chambre d'agriculture, typiquement. Ensuite, l'Adréal, pour qu'on identifie. Là, c'était très intéressant parce que ça touchait le pôle de Sébastien sur les transitions écologiques et mobilité au niveau d'Interco. Ça touchait la partie sport et ça touchait le service patrimoine de l'Interco sur le chauffage. Et on a obtenu une très grosse subvention de l'agence de l'eau parce qu'on est sur des solutions innovantes. En tout cas, il y aura, pour conclure là-dessus, il y a deux parties. Il y a comment on gère l'existant, parce que ça reste un certain temps. Voilà. Et ça, c'est pas simple, ça coûte très cher. Et aujourd'hui, il vaut mieux aller chercher de l'eau ailleurs que de la traiter, parce que ça coûte très cher et c'est pas forcément efficient. Mais surtout pour les générations futures, c'est comment on évite ce problème. Et donc en protégeant les captages, en disant pas d'activité, ou en allant faire d'activité qui donne un revenu au monde agricole. L'agriculteur, on a signé une convention sur 3 ou 5 ans, dans lequel en fait on s'est engagé sur un prix. Et on suivra le cours, mais en tout cas il a un prix minimum, et lui il retrouve largement son rendement de maïs. D'autres questions sur l'eau? Eh bien on va assainir alors. Donc une fois qu'on a utilisé l'eau, on va la mettre dans l'assainissement de type, soit on a un assainissement collectif, c'est-à-dire que là, on capte l'eau, on la collecte et on l'emmène à plusieurs stations. Je vous rappelle Centre-Bièvre. Oui, donc je suis en train de chercher les Charpillac. Celle de Saint-Jean-de-Bournay. On en a comme ça 5 stations d'épuration. Et puis on a des systèmes de gestion localisés. Notamment la dernière, c'est des systèmes de disques où en fait on brasse l'eau. Et l'eau, elle est brassée de manière électrique, ça va être voté au prochain conseil communautaire, par des panneaux solaires. Voilà. Donc on essaie de trouver des solutions à ce niveau-là. Donc vous voyez que notre nombre d'abonnés est stable au niveau du nombre d'abonnés d'assainissement. On a un taux de raccordement. Donc le taux de raccordement, c'est ceux qui ont un tuyau qui passe devant chez eux qui sont raccordés. Alors pourquoi il n'y a pas 100%? Parce que quand vous avez, par exemple, fait votre maison il n'y a pas longtemps, vous avez un certain nombre d'années pour vous raccorder. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Donc vous voyez qu'on refacture 1,9 million à ce niveau-là, et ce qu'on appelle le non domestique, c'est le monde agricole. Donc, on a des stations d'épuration, on a des systèmes par biodisque, on a des tranchées d'infiltration, on a des filtres à sable, on a des lagunes, on a des filtres plantés de roseaux, il y a de tout. Voilà. Et à peu près, vous retenez, chaque fois qu'on fait un bassin, c'est à peu près 1 million. Moi j'ai retenu ça, peu importe le système, on en a pour 1 million à chaque fois. C'est bien, on a 26 systèmes différents. Quand on fait tout le mélange, ça c'est 26 systèmes différents de traiter l'eau, et on est reconnu quand même par quelque chose de qualité, parce qu'on est à 55 000 équivalents habitants pour 57 000 habitants. Alors l'équivalent habitant, c'est qu'on compte une entreprise en fonction de sa production et on traduit ça en nombre d'habitants pour qu'on ait un ordre d'idée. Mais en tout cas, on a des systèmes. Bon, on y a mis de l'argent ces derniers temps, hein, mais les Charpillac sont toutes neuves. On a refait Centre-Bièvre. Centre-Bièvre, je vous rappelle qu'on y a mis du panneau photovoltaïque et qu'aujourd'hui on produit là-bas 34% de notre consommation électrique. Voilà. Donc vous voyez que si on prend Centre-Bièvre, ben, la pluviométrie a fait qu'on a une hausse sur 2023. Voilà.
importante. On a juste 2 bilans non conformes pour le paramètre NH4. Alors ça, j'ai fait de la chimie, mais ça remonte à très longtemps. Poursuite de la réduction des eaux claires parasites. Alors ça, on fait énormément. Je rappelle quand même juste la côte, nous, le Bienne chantait à un moment donné pour l'enlever. Tous les travaux qu'on vient de faire à la rue des Cordiers, parce que c'est de l'eau qu'on envoie au Charpicat, et plus on envoie de l'eau diluée dans une station d'épuration, plus ça coûte cher en traitement, notamment en électricité. Donc, il faut concentrer le plus possible. Donc, on fait énormément de séparatifs. Et là, c'est un très très gros travail sur la région Saint-Genève, à tel point qu'on va monter à 75% d'entrée de rendement de concentration des eaux sur Saint-Jean-de-Bourg. Centre-Bièvre, donc ça c'est la station d'épuration que peu de gens voient, qui est quand on va au Rival, on prend à droite pour aller à Marcilleul, et vers le château qui tombe en ruine là. Voilà. Et celle-ci, alors, elle fait très peu nous, mais celle-ci, elle fait Saint-Siméon, Saint-Étienne, Toutzor, le Rival, etc. Bozin. Enfin, on va dire schématiquement tout ce qui est sud-est le long du Rival. On profite de la pente ainsi. Donc tout ça c'est bien. Gros souci sur... alors on en a mis plein de niveaux, celle de ISO s'il en est faite, on a refait Roibon, on a refait Culin, on peut lever la trame d'inconstructibilité, donc on a amélioré beaucoup de choses. Et alors il arrive la grosse de Saint-Jean-de-Bournay, où là pour le coup, actuellement, en dehors du fait qu'ils avaient très peu de séparatifs, que leur station d'épuration est dépassée depuis 2008, et donc il fallait y aller parce que ces communes-là, jusqu'à 11, maintenant on est à 7 communes qui avaient une trame d'inconstructibilité, c'est-à-dire que depuis 2019, ils n'ont pas le droit de construire. Et d'un autre côté, ils n'avaient pas assez dit, donc je comprends que l'État puisse à un moment donné, et c'est là qu'en fait, il a été décidé, ça a duré un certain moment, soit on se faisait notre propre station d'épuration, soit on allait se raccorder à Vienne-Condrieu agglomération. Et donc il a été choisi de se raccorder parce que sinon on allait faire une station d'épuration en limite de notre territoire et schématiquement à côté démarre le pompage de Vienne pour son eau potable. Donc il fallait qu'on s'entende et puis de respecter, on va être très clair, les engagements à l'époque qui avaient été faits dans la région Saint-Genèse d'aller se raccorder à Vienne-Condrieu agglomération qui avait fait une station d'épuration qui était dimensionnée pour accueillir la chose. Bon, ce petit bijou coûte cher, pour vous donner un ordre d'idée, on va être à 27 millions. 12 millions de reste à charge pour l'Interco. Et on est parmi les derniers à profiter d'autant de subventions. Donc c'est très très lourd à ce niveau-là. Ensuite, on vous a mis quelques données d'exploitation sur les tonnages, etc. Donc ça c'est les égouts, etc. Donc pas de remarques particulières. Et on vous a mis que là aussi, on est en lissage. Et puis vous voyez qu'on continue le lissage et on ira de manière groupée quand on aura lancé celle de Vienne-Condrieu agglomération et on est en moyenne à 2,44 le mètre cube. Alors le 2,44, on prend une consommation de 120 mètres cubes et on calcule toutes les taxes et on redivise par 120. Si vous prenez votre facture, c'est pas tout à fait ça. À ce niveau-là, on vous a mis le détail pour regarder. De vous dire que quand vous prenez les réalisations de 2023, vous voyez qu'on était à 2 millions. Vous voyez là, Côte-Saint-André, rue de la Rio. Là, elle était budgétée en 2023. On l'a faite en 2024. Vous voyez un petit changement en 2024. Du coup, on passe à 27 millions de travaux. Donc, c'est un très très gros chantier. L'arrêté d'extension de la station de Vienne-Condrieu agglomération est en relecture dans nos services, va être signé par le préfet. Ensuite, on peut lancer les ordres de service, donc les travaux d'entreprise. On peut lever les trames de constructibilité, on peut les... C'est un gros chantier. Mais c'est nécessaire parce que, pour information, quand vous n'êtes pas conforme, vous avez des commissaires européens qui viennent et qui vous mettent des sanctions parce que vous n'êtes pas conforme. Pardon ?
Ah ouais. Bah, 38 km de tuyaux. La difficulté, c'est que pendant de nombreuses années, les services de l'État demandaient à ce qu'on ait des stations individuelles par commune. Et puis à un moment donné, ils ont décidé qu'il fallait tout regrouper. Donc nous, par exemple, on va chercher jusqu'à Paget, et puis on repousse tout l'assainissement jusqu'au Charpillac. Je prends un exemple, il y en arrive de Comel, Porte de Bonneveau, pareil. Voilà. Et à un moment donné, on s'est aperçu que ça coûtait très cher en tuyaux, pompe de relevage. On a des pompes, à chaque fois qu'il y a un coup de foudre, en général, on en casse une. Voilà. Et ils ont dit, c'est bien, on pourrait faire maintenant de l'assainissement autonome collectif. Comme quand vous allez à Semont, à gauche, là, après les Blaches, il y en a un là. Alors, ce qu'en fait, on leur explique qu'on a tiré des tuyaux, on a fait des stations d'épuration dans lesquelles, je rappelle quand même qu'on a mis 14 millions à celle des Charpillac, et que si maintenant c'est pour faire faut qu'elle tourne, parce que pour le coup, si c'est pour se la garder et aller traiter ailleurs, voilà, et que quand vous faites 3 bons, vous avez 2 millions de lagunes à ce niveau-là. Donc, il faudrait que l'État soit un peu stable, et que quand on a fait du raccordement, on fait du raccordement et qu'il ne nous demande pas des solutions alternatives. Voilà sur l'assainissement. Pour être très clair, il y a un vrai enjeu sur l'assainissement. Moi, là, j'ai demandé depuis que je suis arrivé comme président qu'on accélère, parce que plus on attend, plus les mises aux normes coûtent cher. Donc, il faut qu'on y aille. Pour avoir un ordre d'idée, les 27 millions là, en 2008, sur Saint-Jean-de-Bondaise, étaient estimés à 5 millions. En général, quand je dis ça, ça clôt le débat. Donc, est-ce que sur l'assainissement, la présentation large vous va? Est-ce que vous avez des questions? Alors, on enchaîne sur quelque chose qui est un peu moins important sur la côte Saint-André, qui est l'assainissement non collectif. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas de tuyau, eh bien, vous pouvez avoir votre propre système d'assainissement. Et la loi impose qu'on aille contrôler régulièrement les assainissements individuels. Donc vous voyez que c'est pas énorme, on en a 7200 sur notre territoire. On a intensifié les périodes en 2023 de contrôle des installations neuves. On avait pris du retard avec le Covid, donc on a mis un gros coup de pouce en 2023 pour rattraper le retard, ce qui explique qu'on est passé de 57 contrôlés en 2022 à 512. Voilà. Au niveau stade, par contre, ils ont le record ce coup-ci, donc on est bon. Et on continue à contrôler, sachant que quand on va aller sur la diapo suivante, on demande à la personne 28,70 € par an. Et quand c'est un neuf, on lui demande 240 €. Et donc il paye tous les ans, et ensuite on va vérifier, je ne sais plus si c'est tous les 3 ans ou tous les 5 ans, à ce niveau-là. Ça ne nous rapporte pas énormément, vous voyez, c'est 231 000 €, mais il faut pouvoir le gérer. C'est hyper important, parce que ça nous permet d'avoir des non-conformités, et si vous êtes non-conforme, vous n'avez pas le droit de vendre. Du coup, ça oblige à se mettre aux normes. Et ça évite qu'on ait des gens qui vendent des baraques avec de l'assainissement qui ne soit pas efficient et qui pollueraient les sols. Il faut être très clair. On est encore aidé combien de temps, je ne peux pas vous le dire, mais en 2023, on a été aidé par département qui couvrait un quart des frais de mise aux normes à ce niveau-là. C'est pas dit qu'avec les coûts des nouvelles extensions, des conduites, de l'entretien de conduites, il n'est pas dit que nous arrêtions, nous, d'étendre les réseaux d'assainissement, et partir sur de l'assainissement soit autonome collectif, parce qu'on ne peut pas continuer à rajouter des réseaux, des longueurs, des kilomètres de réseaux, alors qu'en fait on a du mal à les entretenir. Bon, sur la côte Saint-André, on en a très peu, en non collectif, principalement Coteau, 2 ou 3 dans la plaine, plutôt en général de l'habitat isolé. Ça va sur l'assainissement. Dernier, les déchets. Alors, donc à chaque fois je vous rappelle, je ne fais pas voter, parce qu'il n'y a pas à voter.
juste prendre acte. Donc, les déchets. Donc, rapport 2023, 10 887 tonnes. Donc ça, c'est que les ordures ménagères. Pour 11 000 l'année d'avant, donc ça veut dire qu'en fait, en clair, nos tonnages ne baissent pas. Si on compare sur 5 ans, nos tonnages ne baissent quasiment. Pour avoir un ordre d'idée, on est à 190 kg par habitant et par an. Ensuite, derrière, on a ramassé en tri sélectif, donc ce qu'on appelle nous le recyclable, 3700 tonnes. On est à 64 kg par habitant. Pour vous donner un ordre d'idée, en détail, ça représente 1800 tonnes de multimatériaux, emballage, papier, et à peu près 2000 tonnes de verre. Ça s'équilibre, quelque chose près. À ce niveau-là, on est à 250, si vous faites le total, on est à 254 kg par habitant et par an. Ça, c'est chez les particuliers hors déchetterie. Ce que je voudrais simplement vous dire, bon, on est pas mal parce que on a 222 kg par habitant en moyenne, donc on est en dessus, mais on trie un peu plus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Si ce n'est que ce qui est plus embêtant, c'est qu'on a fait faire sectorisation, segmentation, il y a un terme technique. En fait, on a fait rentrer un jour 5 camions de différents endroits, donc on a regardé les camions, on a fait poser un Penol, on fait mélanger et on échantillonne ce qu'il y a dedans. Et globalement, et Daniel il pourra compléter ce qu'il y a aussi de tonnes, on est dans la moyenne nationale, encore dans nos poubelles d'ordures ménagères, sur notre territoire. On a encore 33%, un tiers de nos poubelles, qui ont des choses qui pourraient être recyclées et qu'on met encore dedans. Un tiers. Sur ce tiers, il y a 33% de plastique, 30% de carton, 16% de verre, 11% de papier, 10% de métaux. Les métaux, c'est les canettes, etc. Ça veut simplement dire qu'on peut encore faire des efforts de tri, parce que si on enlevait ce tiers, à ce niveau-là, ça serait de l'économie. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pas dans le rapport, mais c'est quelque chose d'important. C'est que pour gérer nos ordures ménagères, ça c'est des chiffres que je présente dans le cadre du déploiement des PAV. J'ai fait déjà 4 réunions publiques, plus de 450 personnes, et on continue au fur et à mesure du déploiement, on continuera ces réunions publiques. Mais pour sensibiliser les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que schématiquement, quand on prend votre poubelle, enfin quand vous la posez, quand on vient la chercher, quand on la collecte, quand on l'emmène à Penol pour la traiter, ça nous revient à peu près à 350 € la tonne. Quand on va chercher des PAV jaunes ou verts, le vert on l'équilibre, hein, mais le PAV jaune, on va pouvoir en revendre, et là, on est à 180 € la tonne. En clair, quand vous mettez une bouteille en plastique dans votre poubelle, ça nous coûte 350 € la tonne. Quand vous la mettez dans un bac jaune, ça coûte 180 € la tonne. Là-dedans, donc 2 fois moins cher. Donc les gens qui vous disent plus je paye, moins je trie, ben vous leur dites moins vous triez, plus vous payez. C'est malheureux, c'est comme ça. Et ce qu'il faut leur expliquer, c'est que la taxe générale sur les activités polluantes, elle est passée de 25 € en 2020, elle est passée à 65 € en 2025. Elle va passer à 65 €. Ça veut dire qu'on a fait x2,5. Ça veut dire qu'on donne plus d'1 million à l'État juste pour une taxe. Et que quand on est dans du bac jaune, eh ben on ne la paye pas. D'où l'intérêt de trier. Donc on va attaquer des grosses campagnes de communication dans ce sens-là. Eh bien, si tu as un doute, tu mets, parce qu'aujourd'hui, il y a des machines qui sont capables le tri. On va faire des petits films, là, c'est prévu, avec le SMICTOM, mais les machines aujourd'hui sont performantes. Donc, en cas de doute, la machine sait trier. Donc, je préfère que tu dises rien, c'est enregistré. Mais tu dis rien. Où je mets ça? Où je mets? Alors, ça m'énerve. Eh bien, si tu as un doute, tu mets, la machine sait trier. Ils savent trier le type de plastique, ils savent trier le type de verre, ils savent faire des tonnes de choses à trier.
Voilà, je voulais vous donner ça, terminer par un chiffre qui en général assomme bien et qui est efficient. Les gens ils croient toujours que automatiquement je pose mon sac, c'est terminé. Ben non. Nous on va le prendre, on va l'emmener. Donc ça, pour donner un ordre d'idée, en 2023 c'est 2,7 millions. Ensuite, quand ça va arriver à Ponol, c'est 1,150 million pour le collecter. On va arriver à Ponol avec la TGAP, etc. On va rajouter 2,6 millions. Donc on est à 3,8 millions pour gérer les ordures ménagères, pour 11 000 tonnes. La collecte, elle nous coûte 805 000, mais on a 563 000 de revente. Donc c'est bien, 700 000 de recettes pour le verre, c'est le compte de la recette à ce niveau-là. Et les déchetteries, quand même, il faut que vous le sachiez, malgré qu'on revende des choses, elles nous coûtent quand même 2,5 millions. Donc la totalité pour gérer nos déchets au sens large du terme sur le territoire, c'est 7 millions par an. Donc en moyenne, 122 € par habitant. Donc c'est quelques chiffres pour avoir des enjeux. Et il faut qu'on incite à trier, ça coûte. Voilà. Vous avez, chose très intéressante, les tonnages sur nos différentes déchetteries. Voilà, donc vous voyez que celle de Saint-Étienne a beaucoup de tonnage, parce que celle de Saint-Étienne a un espace spécifique déchets verts. Donc ça fait énormément de tonnage. Voilà. On est en train d'étudier des solutions pour le broyage, etc. Pour éviter que les gens se déplacent à ce niveau-là. Ensuite, les tonnes, je vous en ai parlé. Alors vous allez me dire, je vais m'arrêter 30 secondes sur la page 30. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 11 000 tonnes en dehors ménagère. Sur les 32 000 tonnes de la déchetterie, votre benne encombrant, là, quand vous y allez, c'est 7 000 tonnes. Et je paye de la TGAP dessus. Donc même les encombrants en déchetterie sont taxés. Voilà. Donc c'est à nous de trier plus, à nous de mettre en place des filières à ce niveau-là pour aller améliorer les choses. Donc c'est pour ça que les gens croient que les déchetteries sont en accès limité, etc. Ok, mais n'empêche que c'est un coût. Il faut savoir. Les données financières sur la page 31 et 32, bon ça c'est le taux, ok, et en données financières, les voilà à ce niveau-là. De ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, on retrouve les 7 millions concernant le coût de la collecte. Sur les déchets, question ? Oui, Madame Berthelot. Vous avez dit que vous avez fait plusieurs réunions publiques. Vous agissez sur des quartiers Non, alors quand je parle au nom de Bièvre-Isère. Et vous savez que nous déployons la mise en place des points d'apport volontaires en 3 phases. Et les réunions publiques ont eu lieu sur différentes zones de la première phase des 26 communes qui sont en PAV. On est allé d'abord sensibiliser les gens qui sont sur cette partie. C'est pour ça que vous n'en avez pas eu ici directement. Silan, Viryville, Artas, Tramollet. Donc les endroits où on commence à changer les choses à ce niveau-là. Avec, issu de ces rencontres, 2 choses importantes. Amélioration du service dans le sens où on a créé une brigade verte qui nettoie autour des PAV. Ça pour nous c'est ultra important. Et la deuxième chose, on a mis en place une collecte solidaire. Donc pour les gens qui ont des difficultés de mobilité, âgés ou pas âgés, mais qui ont des difficultés passagères ou régulières, il ne faut pas encombrer les services d'aide à domicile. Nous avons créé, en faisant des économies sur le personnel qui a plus besoin d'aide derrière les camions, on a créé une brigade solidaire. Et la brigade solidaire, ça veut dire que la personne se signale à la mairie nous valide, parce que c'est le maire qui est au plus proche de sa population, nous valide le fait que cette personne a besoin d'accompagnement, et nous passons une fois par semaine chez elle récupérer
Et nous la sensibilisons au tri avec un sac jaune qu'on lui laisse et qu'on change à chaque fois. Donc on est en train de le mettre en place, on le monte en charge progressivement. Et c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc ça, c'est issu des réunions pour voir un petit peu comment ça marchait et on l'adapte au fur et à mesure. Bon, alors on est en phase d'expérimentation sur la tranche 1, donc ça nous permet d'ajuster les choses. J'entends plusieurs fois des personnes dire que le tri, ça sert à rien parce que c'est le même camion qui ramasse les sacs. Il n'y aurait pas quelque chose à faire là-dessus en termes d'accompagnement, en disant que c'était le même camion que ça prend une fois, j'en sais rien, mais il y a certainement un accompagnement à faire encore là-dessus. Comme quoi, ça fait des années qu'on en parle et qu'il reste quand même quelque chose à faire là-dessus. Alors, première chose, c'est très souvent pas le même camion. Non, mais c'est très souvent pas le même camion. Que quand les gens voient le camion ramasser deux choses, c'est que soit il se peut que le premier camion ait oublié, ça peut arriver, il se peut que la personne ait sorti son sac un peu plus tard, voilà. Donc, mais en tout cas, il y a deux ramassages séparés. Je parle par rapport à uniquement la Côte-Saint-André, qui est la seule à avoir des sacs. Et qu'ensuite, quand ça arrive à Penol, il y a, quand c'est posé, il y a un système qui sait ouvrir les sacs et qui sait les gérer de manière spécifique. Donc même si c'était dans la même poubelle, moi j'invite les gens à aller aux portes ouvertes de Penol, du Spictum. Si ça vous intéresse, on refait même un samedi matin, où on va emmener, au printemps, on va emmener tous les jeux des CMJ et des CME, Conseil municipal d'enfants. On va les emmener visiter, les sensibiliser, même s'ils le sont bien plus que nous. En tout cas, on va leur faire montrer comment ça tourne. Et donc aujourd'hui, on sait trier sur la chaîne, ils savent trier les parties. Voilà. Alors, le seul problème qu'on peut avoir, c'est que dans ce cadre-là, si c'est mis dans la même poubelle, alors si c'est dans un sac, pas de souci, mais si c'est mis en vrac, le problème, c'est que des fois, on peut avoir des refus de tri, parce que ça peut avoir été souillé. Donc, on peut avoir quelques niveaux de rejet à ce niveau-là. Ça représente quand même, dans ce qui est emmené, en tri, 20%. Donc on a encore là aussi de l'amélioration à faire. Okay. Mais le fait qu'on ait des sacs est une chose qu'on n'expérimente pas au-delà, parce que les sacs coûtent très cher à ouvrir, et nous font un surcoût. Mais c'est une discussion qu'on a eue là aux journées portes ouvertes du Spictum. Il y a vraiment de l'amélioration dans le tri. Ils savent aujourd'hui, enfin ils ont des. Moi je vous invite à aller voir, mais en plus il y a, je ne sais plus comment ça s'appelle la boîte là qui est sur Lyon qui trie pour nous. C'est celle où tu as le logo là qui t'envoie le truc. L'écho, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont des super systèmes de tri. Enfin, c'est reconnaître les types de bouteilles. Ils arrivent même, on se pose souvent la question, même individuellement, le fameux carton de pizza, on ne sait pas s'il a été suivi par les pizzas, est-ce qu'on le met au tri ou est-ce qu'on ne le met pas? Maintenant, on peut le mettre au tri. C'est moins un problème, sauf s'il est gavé de gras, qu'il est imbibé de gras, dans ces cas-là, ça le détruit. Mais il vaut mieux, même dans le doute, mettre au tri quelque chose dont on n'est pas sûr, que de mettre dans la poubelle, parce que ça coûte plus cher. C'est aussi simple que ça. Il y a deux choses qui posent un problème. Aujourd'hui, donc en amélioration, il y a des lecteurs optiques. Et il y a de l'intelligence artificielle, ça reconnaît les types de bouteilles, etc. Enfin, c'est amusant, ils mettent ça dans une centrifugeuse pour voir comme ça éjecte les trucs au fur et à mesure. Hein. C'est impressionnant, comme un gros cylindre, hein, ça trie les choses. Leur difficulté aujourd'hui, c'est qui reste encore techniquement, c'est quand c'est petit. Parce que pour le coup, la machine a du mal à le choper. Bon, ils ont passé des années à nous expliquer, il faut qu'on compacte un max. Quelqu'un qui compacte trop, on n'arrive pas. Enfin, quelqu'un qui fait un papier en 4 comme ça, ils ont du mal à le prendre, par exemple. Donc ce que je leur ai dit, c'est que nous concernant, il va y avoir une équipe qui va être envoyée pour voir quelles sont encore leurs contraintes, les avantages et inconvénients, il faut qu'on aille faire un film et expliquer aujourd'hui on trie comme ça. Et comme dit Daniel, retenez, hein, j'ai un doute, je mets. On sait trier aujourd'hui. Ça, vous faites. Mal trié, mais n'empêche que mis dans un bac de tri, ça part à Lyon, dans des boîtes qui ne font que ça. L'avantage, c'est qu'ensuite, ça va sur un réseau de chaleur. Donc, c'est pas perdu pour autant. Alors que si on la mettait dans notre poubelle classique et souillée, elle va à Penol dans le trou, là, pour le coup. Il arrivera à la vue,
Donc on travaille, il va y avoir un protocole d'accord l'année prochaine avec Bourgoin-Jallieu pour avoir une partie qui part en incinération sur Bourgoin-Jallieu. On est en discussion là sur des tonnages. Culturellement, on produit beaucoup. Enfin, le meilleur. C'est ça. Et puis, on avait fait pas mal de progrès, et le Covid nous a remis à zéro. Bon, je m'arrête parce que sur les déchets, je suis intéressé. Je peux tenir 3 heures. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner quelques idées à ce niveau-là. Sachant que nous, on arrive en tranche 3, qu'on a le temps, on expérimente sur la tranche 3. On voit les choses, on tire les conséquences, on voit les PAV qui marchent bien. On a quand même des super systèmes. Je veux dire, aujourd'hui, les camions, ils arrivent, ils savent nous peser le PAV. Donc on voit déjà, là, au bout d'un mois, on voit déjà où ça marche moins bien. On voit qu'à des endroits, le tri a augmenté, parce que le PAV, il est un endroit de passage et ça marche super bien. Voilà, on tient propre autour, on a quelques endroits difficiles, mais on essaie de tenir propre. Il faut qu'on tire des leçons au fur et à mesure de cette information. Je pense que le fait d'arriver à un endroit et de poser en même temps sa poubelle, ça donne envie de trier. Et puis là où on avait peu de zones de tri, eh bien on a rajouté, rien que dans la tranche expérimentale, 120 lieux supplémentaires de tri qu'il n'y avait pas. Puisque quand on appelle nous un PAV, il y a le gris, le jaune et le vert. Bon, sans difficulté pour trouver le foncier, mais ça passe. D'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Oui. C'est pour ça que je reste très modeste. J'ai pas la compétence de pouvoir choisir ce qui va être en magasin ou pas. C'est ce que je dis souvent. Après, moi, ce que je dis souvent, en terminant mes réunions publiques, je dis souvent aux gens, à un moment donné, quand tout le monde posera ses déchets devant l'entrée du magasin, on arrive à trouver un truc. Parce qu'on a un lobbying de la grande distribution. Moi, on me cite souvent le dernier qu'on m'a cité, pas plus tard, parce que je fais des très grosses, comme des toutes petites communes. C'est-à-dire que je vais aussi dans chaque conseil municipal. J'ai fait cette semaine 2h15 à Bressieux, 91 habitants, 6 élus. J'ai passé 2h15, on a discuté passionné sur les OM, et la dame me disait, prenez un exemple typique, vous prenez le dentifrice, vous avez le carton, ils avaient le dentifrice. Ça changerait un au dentifrice. Bon, elle était remontée, elle arrivait d'Allemagne. Mais je suis d'accord avec vous, il y a un vrai sujet, et je pense, nous, là où on peut peut-être agir, je parle au niveau commune et intercommunalité, donc au sens large des collectivités, il faut sensibiliser sur le tri. Il faut sortir de cette idée fausse que plus je paye, moins je trie, parce que c'est pas vrai. Moins je trie, plus je paye. Ça c'est clair, c'est mathématique. Et là, si vous avez le temps, je vous fais 1 heure sur la TGAP, vous allez comprendre le truc. Et puis, la deuxième chose, effectivement, c'est changer son comportement individuel. Changer son comportement individuel, d'aller plutôt vers des solutions comme vous le proposez, sur du vrac, sur des choses comme ça. Donc, voilà. Mais c'est culturel, ça va pas être simple. D'autres interventions? Eh bien écoutez, on a fait comme ça, en lecture, on a pris acte du 10, du 11, du 12, du 13. Il me reste en informations diverses à vous dire, avant le calendrier, que j'ai pris une décision, la 2024-12, concernant la démolition, création de box enterrés et parking de surface, îlot rue Courte. Nous avons résilié l'eau 4 électricité parce qu'on avait à l'époque réfléchi à mettre de l'électricité dans les box. Et alors, vu de ce que demandaient les élus, on va jamais arriver à vendre des garages.
Parce qu'après, ça fait un abonnement qui est trop cher. Donc, on a décidé de ne pas électrifier les box. Et donc, j'ai résilié le lot 4 concernant le marché que je viens d'évoquer. Bien entendu, nous aurons une résiliation d'un montant de 5%, puisqu'on avait fait un appel, mais le lot n'était pas cher. Hein. Je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais... Ouais, c'est ça, 3 millions. Enfin, c'est pas à peine d'y aller, enfin, c'est trop compliqué. Après, il faut faire des copros, enfin, c'est un truc. Enfin, grosso modo, on va se retrouver, les gens vont avoir un compteur par garage. À un moment donné, il faut savoir abandonner. Ensuite, décision 13 de 2024. Vous savez que nous souhaitions, nous avons mis au budget, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais la réfection de la toiture des bâtiments des vestiaires, puisque vestiaire Jouffret, nous avons des toitures terrasses avec beaucoup de fuites, etc. Donc on a décidé de tout reprendre. Et donc j'ai attribué, ça a été vu en commission des travaux le 1er octobre 2024, et nous avons attribué à la société Marchand Charpente les travaux pour un montant de 53 254 € et 28 centimes hors taxe. Voilà sur les décisions que j'ai pu porter. Il reste à donner, alors je ne sais plus si j'ai mis là, c'est pas là, c'est là. Ah, date du prochain conseil municipal le 19 décembre 2024. Et d'ici le prochain conseil, nous vous donnerons les dates du premier semestre 2025. Comme ça, vous pouvez les mettre dans votre agenda. Il faut juste qu'on se calme un tout petit peu avec Élodie. Ensuite, avant qu'on passe aux dates, remercier l'ensemble des services, parce que changement de direction générale, changement de direction technique, changement de plusieurs postes, parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent, parce que voilà, c'est compliqué. Je voudrais remercier les services parce que, non seulement sur le conseil municipal, mais sur tous les autres points, ils portent les dossiers à bras le bas, à bout de bras, pardon, et donc le reste ne veut pas dire grand-chose. Ça va casser mon effet. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier, et vous remercierez, Madame la DGS, l'ensemble des services, parce que prendre comme ça une commune en main, en arrivant à 5000 habitants, avec plein de changements de poste, moi je vous félicite pour le travail accompli. Et nous avons la chance d'avoir trouvé poste de directeur des services techniques il y a quelque temps, c'est Céline. Nous avons trouvé notre directeur du centre technique municipal. Nous avons trouvé notre direction des finances RH. Et nous avons quelqu'un qui partait au RH qui va pouvoir être remplacé. Nous avons trouvé une côtoise qui pourra occuper ce poste. Donc on matche bien en ce moment sur les remplacements de postes, et on devra avoir, j'espère, en janvier, l'équipe complète. En tout cas, moi, je voulais remercier parce que ces changements intempestifs de personnel, c'est compliqué, et c'est comme ça aujourd'hui dans les collectivités. Mireille, tu voulais évoquer les dates, et ensuite je donnerai la parole à Catherine. Oui, voilà, je voulais communiquer les différentes dates là, qui vont arriver sur le mois de décembre. Il va y avoir la collecte alimentaire qui va avoir lieu le vendredi 22 novembre et le samedi 23, 9h-17h. Ça va être organisé à peu près de la même façon que l'année précédente. Je vous adresserai un mail pour que vous puissiez faire le choix des tranches horaires. Je voulais déjà vous bloquer ces dates sur vos agendas. Redonne les dates. Le vendredi 22 novembre et le samedi 13 novembre. Tout est avancé, hein, à cause de l'inauguration. 22-23, pardon. Novembre, je pense. Novembre. Donc c'est avancé, hein, parce que ça s'est avancé à cause de l'inauguration de Notre-Dame de Paris, le Téléthon est avancé. D'habitude, c'était le dernier week-end de novembre et c'est avancé C'est à cause de ça. Et puis on va avoir aussi sur le mois de décembre, donc l'après-midi festive, qui s'adresse aux Côtoises et Côtois de plus de 75 ans, qui va être le mardi 10 décembre, 14h30, 17h30 à peu près à la salle des fêtes. Ça, on va passer des précisions à ce niveau-là. Bon, on va avoir besoin d'aide pour l'installation, pour servir l'après-midi, pour le rangement, éventuellement quelques voitures taxi pour les personnes qui ont des difficultés à se rendre à la salle des fêtes. Et le lendemain, le mercredi 11, de 9h à 11h30 à la salle El Nord, pour une remise des chèques BIP aux personnes qui ne souhaitaient pas venir, ou qui ne pouvaient pas venir à la midi festive, et qui ne souhaitent pas non plus avoir une visite à domicile. Voilà. Donc ça reste à la même organisation que l'année précédente. C'est toutes les dates que je voulais vous communiquer. En n'oubliant pas qu'on cherchera également du monde pour aller en porte-à-porte. Ah bah oui, après il y a le domicile, après évidemment, comme d'habitude, la troisième... Voilà. C'est bon pour toi en date? Pour moi, c'est bon. Catherine, sur le 11 novembre,
Ah oui, vous avez reçu une convocation pour la commémoration. Une invitation. Vous dire c'est quoi Convocation. J'essaie plutôt d'inviter dans ce type de manif. La commémoration du 11 novembre, mais je voulais aussi signaler que cette même journée, donc le 11 novembre, aura lieu à 10h une conférence sur la résistance, puisque c'est le 80 ans de la libération. Donc à cette occasion, il y a un monsieur historien qui s'appelle monsieur Gilbert Malin, qui viendra donc nous expliquer un petit peu ce qu'est la résistance, ce qui s'est passé, et également sur la médaille de la résistance. C'est quelque chose que l'on donne aux gens qui ont marqué cette époque et que l'on donne encore actuellement. C'est important de savoir pour des gens qui ne l'ont pas eu à l'époque, mais on peut aussi la demander pour un de ses ancêtres, par exemple. Voilà, c'est une médaille que l'on remet à cette occasion. Donc c'est à 10h avant la cérémonie. Moi je vous invite en mairie. Salle Fonquin. Mais vous allez recevoir un mail pour vous expliquer tout ça. Mais moi, je vous invite à venir voir. J'ai inauguré le musée du maquis dans lequel est parti beaucoup de choses sur l'Isère, du maquis des Chambarans, au camp de Chambaran. Et on méconnaît cette période. Et Chambaran, avec des Côtois, il y a eu d'importantes choses mises en place. Et ils ont participé aussi à la libération de Grenoble, à Lyon, etc. Il y a des personnes qui ont laissé leur vie, des Côtois notamment. Moi, je vous invite parce que M. Malin est quelqu'un qui a fait énormément de recherches. Il avait déjà fait des recherches sur les blasons, etc. C'est un passionné, voilà. Et après, si vous avez un peu de temps, vous pouvez prendre l'apéritif après la cérémonie avec M. Chafard-Luçon, dont le père a été résistant et qui est mort. Et il m'expliquait tout à l'heure, il me faisait voir des photos, parce que 44 c'est pas loin, quoi. On ne se rend pas compte, mais c'est pas loin. Enfin, moi je vous invite c'est poignant. Quand on voit Chambaran, c'est tout pas ça. Très bien. Sébastien, peut-être sur le Téléthon. Tu seras sur ceux qui le souhaitent sur le marché. Pas le marché, le marché Noël. Oublier de date. Pour information, nous arrêterons ce soir l'éclairage de la mairie. Donc on a fini Octobre Rose. Et on vous invite à un petit moment, au moment des points chauds, le samedi 7, à 19h. On remettra en route officiellement l'éclairage de la mairie. On vous fera voir les différents dispositifs. Et je voulais qu'on prenne un temps et ça marquera également l'entrée dans les fêtes. Et ça tombe au moment des points chauds des commerçants de la Côte-Saint-André. Donc ça fait une petite animation supplémentaire. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Il est 19h59, on va dire 20h. Je vous propose de lever la séance en vous remerciant de votre présence, en remerciant le public silencieux de sa présence et en vous souhaitant une bonne soirée. Merci en tout cas. Là, tu as le droit.